Ce qui nous réunit ce soir, c'est l'universalisme. Choix de société face au racialisme et au communautarisme. Alors je pense qu'ici, là, sur l'estrade, on partage tous le constat que depuis quelques années, on assiste à une remise en cause du modèle universaliste dans certains milieux, en particulier dans le milieu universitaire, mais pas que. Qu'il y a une offensive qu'on pourra essayer d'ailleurs de qualifier, qui n'est pas qualifiée toujours de la même façon. Certains la qualifient d'intersectionnelle, d'autres de racialiste, communautariste, indigéniste, décolonial. En tout cas, qui est exercée par des militants qui considèrent que le modèle traditionnel républicain français n'a plus lieu d'être et doit être critiqué et renversé. On va en discuter, on va analyser les choses. Je crois aussi qu'on partage sur l'estrade tous plutôt l'idée que le modèle universaliste garde un intérêt et le modèle qui permet l'émancipation des citoyens. Cette soirée est organisée par plusieurs organisations que je vais vous présenter. Il y a le réseau Vigilance Université, représenté par Gilles Denis, ici présent, que je vais présenter un peu plus amplement juste après, puisque c'est lui qui ouvrira la soirée. Il y a le comité Laïcité République, représenté par Guylain Chevrier, ici présent également. Puis le laboratoire d'idées, liberté et prospective, qui aura la parole sans doute un peu plus tard dans la soirée, puisque sa présidente, si je ne me trompe pas, arrivera un peu plus tard. Quant à moi, alors, je m'appelle Étienne Girard, je représente le magazine Marianne, dans lequel je suis rédacteur en chef du service Société. On a aussi le plaisir d'avoir à nos côtés Djemila Benhabib et René Frégosi, que je présenterai un peu plus amplement tout à l'heure. Mais commençons tout de suite avec Gilles Denis. Alors Gilles Denis qui est maître de conférence en histoire et en épistémologie du vivant, c'est ça, à l'université de Lille, qui coordonne le réseau très important Vigilance Université. Il va peut-être nous en dire deux mots. Et Gilles Denis va nous parler de la situation plus amplement de l'université française face à la montée des thèses racialistes. Je te laisse la parole, Gilles. Oui. Donc je vais présenter notre collectif, son histoire, parce qu'il est étroitement lié à celle du progrès des thèses communautaristes anti-universalistes et des résistances à ces thèses dans les universités. Donc notre collectif, Vigilance Université, a été créé en mars 2016, suite à la prise de conscience par plusieurs collègues d'une nouvelle ambiance dans nos universités, recul du principe de la laïcité, développement d'un nouveau type d'antisémitisme caché sous un antisionisme, développement d'un nouveau type de racisme qui se prétend antiraciste, mais qui ramène les individus à leur race. Deux événements vont mener à la décision de créer Vigilance Université. Le premier, fin 2012, à l'Université de La Rochelle, la participation d'étudiants à une pièce de théâtre dans laquelle le prétendu rapport des Juifs à l'argent est présenté comme une évidence. Devant la protestation d'un maître de conférence, Michel Goldberg, la présidence de l'université défend la pièce avec obstination. L'affaire s'étant ébruitée nationalement, il reçoit le soutien de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la LICRA, du MRAP, du syndicat SNESUP, de l'UNEF, du CRIF. Un petit réseau universitaire se constitue alors nationalement pour le soutenir et dénoncer la pièce. Le second événement est celui de l'affaire de l'IUT de Saint-Denis, où lorsqu'on en est élu directeur, Samuel Mayol découvre divers dysfonctionnements graves et dévoile les activités d'une association d'étudiants musulmans qui font du prosélytisme religieux. Décidant la fermeture du local de celle-ci, il est alors l'objet de menaces de mort et d'agressions physiques. Un petit réseau national de soutien à Mayol se met en place. En mars 2016, suite à ces deux affaires, une dizaine d'enseignants-chercheurs, dont certains du SNESUP, d'autres de la LICRA, d'autres des deux, décident, constatant notamment les difficultés des associations antiracistes à intervenir dans les universités, de créer un réseau de vigilance universitaire pour la défense de la laïcité et contre le racisme et l'antisémitisme. Les membres du comité laïcité du SNESUP de l'Université de Lille le rejoignent aussitôt. Plusieurs des soutiens de Michel Goldberg et de Samuel Mayol le rejoignent dans les mois qui suivent. Le service juridique de la LICRA lui apporte son soutien. Vigilance Université va très vite être confrontée à de nouveaux événements, notamment de censure. Fin 2016, s'étend à de nombreux messages de protestation
contre la participation de Mohamed Sifawi à l'Université de Lille, sous prétexte de troubles à l'ordre public, annule l'organisation d'un séminaire qui interroge laïcité et islamophobie, organisé par la commission laïcité du SNESUP, soutenue par la DILCRA. Suite à de nombreux messages soutenant le séminaire, il est autorisé, et il existe encore aujourd'hui. Il vient d'inviter, au mois de novembre dernier, Djemila Benhabib. En mai 2017, c'est au tour de l'Université de Lille 2 de s'appuyer sur le pas de vaguisme pour justifier l'annulation de la lecture par le théâtre K de la lettre de Charb aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. La commission laïcité du SNESUP de l'Université de Lille et Vigilance Université apportent leur soutien à Théâtre K et lui cherchent une salle. Le 30 novembre 2017, les membres de notre collectif contribuent à une tribune du Monde à l'université « Attention à la banalisation de l'antisémitisme » signée par une trentaine d'intellectuels. Elle rappelle différentes affaires comme celle de La Rochelle, l'invitation de Rouya Boutedja à Limoges et les ateliers interdits aux Blancs. Elle dénonce ce nouvel antiracisme qui réinvestit la pensée essentialisante et racisante en circonscrivant la problématique du racisme dans un rapport dominant versus dominé que nourrirait l'ethnocentrisme, le capitalisme et les survivances du colonialisme, ainsi que dans l'obsession d'une question juive. Une partie des signataires qui n'en étaient pas encore membres rejoignent Vigilance Université, dont les activités prennent de l'ampleur. Dans les années 2010, se multiplient les tags racistes, mais surtout antisémites sur les murs de nos universités. Interprétables comme pouvant être tout autant d'extrême droite que d'extrême gauche, puisqu'ils sont régulièrement associés à une expression anti-israël. En 2018, sont découverts à l'université Grenoble-Alpes des tags antisémites, à l'EHEC des croix gammées, des croix celtiques et les mots Juden, tout près de la fac de médecine de Créteil, des insultes antisémites visant le doyen, sur les murs de l'université de Lille 3, des tags anti-immigrés. Depuis, régulièrement, nous sommes informés de graffitis de ce genre dans plusieurs universités. C'est une espèce de peste qui se multiplie. En 2018 aussi, une étudiante de la faculté de médecine de l'université de Paris 13 est l'objet de harcèlement car d'origine juive. Elle relate des blagues sur la Shoah, des saluts hitlériens, des jeux consistant à piétiner des kippas. Dans une autre université, une interne en médecine diffuse des messages racistes, antisémites et négationnistes sur son compte Twitter. Le 31 janvier 2018, Vigilance Université se mobilise pour contrecarrer une nouvelle tentative d'annulation de la lecture par le théâtre K de la lettre de Charb. Cette fois à l'université Paris 7 Denis Diderot, venant d'un syndicat étudiant, Solidaire Étudiant. Ce dernier écrit au président de l'université: en organisant cet événement, Paris Diderot, donc le syndicat écrit cela, Paris Diderot participe à ce mouvement de construction raciste d'un ennemi intérieur, d'une catégorie racialisée dangereuse, la musulmane. Paris Diderot n'a pas à servir, disent-ils, d'engrais aux actes islamophobes, à la peur et à la haine. Vigilance Université réagit et adresse un communiqué au président de Paris 7 et au ministre, dans lequel il est notamment dit: l'argument d'islamophobie est absurde et indécent, à l'encontre évidemment de Charb, mais aussi à l'encontre de la troupe de Théâtre K qui a prévu de présenter le texte, des organisateurs de la lecture et de ceux comme nous qui les soutiennent. Donc notre collectif apporte son soutien aux organisateurs, alerte les organisations antiracistes, les syndicats d'enseignants, invite à se rendre nombreux à la lecture, éventuellement pour empêcher la perturbation annoncée par Solidaire Étudiants de Paris 7. Un mois après, en février 2018, Vigilance Université intervient à nouveau contre une censure à l'université de Lille 1, qui cette fois va aboutir. Comme chaque année, une association d'étudiants de l'Institut d'administration des entreprises organise, dans le cadre de leur évaluation, un festival sur la culture d'un pays. Après la Colombie, le Vietnam et d'autres pays, ou l'Allemagne, il s'agissait en 2018 de présenter la culture israélienne. De la gastronomie au sport, et évidemment pas de défendre la politique de Netanyahou. La projection du film « Je danserai si je veux » de la cinéaste palestinienne Maïsia Saloun Hamoud est prévue. Film sur la tolérance, la liberté, le féminisme, la laïcité. 2 professeurs et des étudiants, se revendiquant comme pro-palestiniens, exigent du président de l'université que le festival soit interdit. Devant son refus, ils envahirent les locaux, obligeant à l'annulation. Notre collectif interpella la présidence et le ministère pour que des mesures soient prises afin de protéger l'université contre ce type de censure. Son courrier disait notamment « S'attaquer ainsi à des manifestations culturelles évoque des germes que notre conscience historique et critique d'enseignants-chercheurs nous permet d'interpréter dans toute leur gravité. Quand la violence s'attaque à la culture, on peut en effet parler d'intolérance, de censure et de non-respect de la loi. Aussi demandons-nous à notre ministre de tutelle de rappeler à nos présidents qu'il est de leur mission d'assurer les conditions d'un ordre républicain qui autorise la tenue d'événements culturels dans un climat apaisé. » Une universitaire, membre de notre collectif, mais aussi membre du CA de l'Université de Lille, demande et obtient que celle-ci porte plainte. D'autres universitaires de Vigilance Université, membres du bureau du SNESUP de Lille 1, obtiennent une condamnation officielle par ce syndicat. En juillet 2018,
Vigilance Université fut invité au Festival d'Avignon par la troupe du Théâtre K, avec d'autres l'ayant soutenu contre la censure, permettant de rassembler un certain nombre d'associations, notamment Charlie Hebdo ou de journaux, le Théâtre du Soleil avec Ariane Mouchkine, l'Union des familles laïques, les Femen, la LICRA, Femmes Solidaires. Tout au long de 2018 et 2019, notre collectif s'exprime ainsi régulièrement, collectivement ou par quelques-uns de ses membres à travers lettres ouvertes, communiqués, tribunes ou dans le cadre d'interviews. Particulièrement le 2 avril 2019, par une tribune dans Libération très remarquée, Vigilance Université a porté son soutien à la représentante de la pièce d'Eschyle, Les Suppliantes, empêchée par des étudiants, sous prétexte de blackface colonial. La tribune, intitulée Une pièce d'Eschyle censurée ou le contresens d'un antiracisme dévoyé, a été signée par près de 300 universitaires et chercheurs et 700 autres personnes. Grotesque, cet événement nous a paru comme la goutte d'eau de trop entraînant la réprobation publique, non plus seulement de quelques personnalités connues, mais d'un nombre considérable d'universitaires et de chercheurs, à la fois inquiets et révoltés, appelant à une vigilance désormais collective. Parmi d'autres exemples, la même année, Vigilance Université est intervenue pour dénoncer les chants négationnistes, sexistes et racistes des élèves de Sciences Po Strasbourg et s'est exprimée de même contre les propos et vidéos racistes visant des étudiants noirs par des étudiants de licence de sociologie à Metz, en apportant ce soutien à ces étudiants, en soutenant l'enquête interne ouverte par l'Université de Lorraine et la volonté de ce président de déposer plainte. Nous appelions l'ensemble de la communauté universitaire à réagir et à s'organiser et demandions que des référents racisme et antisémitisme soient mis en place dans toutes les universités. En tant que représentant de Vigilance Université, je m'associe à d'autres collègues pour signer une tribune publiée dans Le Monde le 4 novembre dernier qui a interpellé les présidents d'université sur leurs responsabilités concernant la protection... Excusez-moi. Je vais mettre en mode avion. Voilà. Désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. En tant que représentant de Vigilance Université, je m'associe à d'autres collègues pour signer une tribune publiée dans Le Monde le 4 novembre dernier qui interpellait les présidents d'université sur leurs responsabilités concernant la protection de la liberté d'expression après l'annulation d'une conférence de Sylviane Kaczynski, qui a fait beaucoup de bruit, comme vous le savez, à l'Université Montaigne de Bordeaux, suite à un communiqué d'organisation qui estimait que la conférencière était une homophobe notoire. Et après la suspension d'un séminaire à la Sorbonne sur la radicalisation où devait intervenir, encore une fois lui, Mohamed Sourfaoui, accusé par des syndicats étudiants et enseignants d'être une stigmatisation des musulmans. Le surlendemain, la CPU, donc l'organisation qui représente les présidents d'université, nous répondait favorablement, approuvait notre texte en demandant notamment l'inscription de la liberté académique dans la Constitution. Nous nourrissant ces séries de tentatives d'annulation, les idéologies sur lesquelles les censeurs s'appuient s'installent dans nos universités. L'idéologie racialiste décoloniale y rencontre une sociologie, idéologie ou morale, venue d'outre-Atlantique, qui réduit chaque individu à son identité de race, de religion, de sexe, d'orientation sexuelle, de handicap, etc. Les partisans de ces désignations évaluent l'ampleur des blessures de chaque personne au regard de cette identité. La politique se ramenant à une victimisation à la fois plaintive et agressive. Les syndicats étudiants ou enseignants convertis à cette dérive idéologique organisent alors des ateliers en non-mixité où les participants sont séparés selon leur race, leur genre, leur inclinaison sexuelle. Ainsi, dans le cadre d'un stage organisé par le syndicat d'enseignants Sud Éducation en Seine-Saint-Denis, le programme annonce en 2017 2 ateliers en non-mixité raciale, c'est-à-dire réservés aux non-blancs. Autre exemple, à l'Université de Nantes, un collectif féministe racisé ES organise en 2018 une réunion acceptant les hommes cisgenres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas transgenres, et le lendemain, une réunion interdite à ces mêmes hommes. Ces derniers jours, on pouvait voir plusieurs affiches à Paris 3 appelant à l'exclusion d'une manière brutale des hommes cisgenres des AG féministes. Le processus même de la culture et de la science comme transmission accompagnée de réappropriation et d'invention y est nié dans ses fondements. Position issue d'Amérique du Nord, quiconque emprunte un élément de la culture à une identité qui ne serait pas la sienne est coupable d'offenses graves du fait d'une illégitime appropriation culturelle. En 2017, aux USA, il a été... Je pourrais prendre quelques exemples comme celui-ci. Il a été fait un procès en légitimité à Catherine Bigelow, parce que blanche, pour son film Détroit sur la ségrégation raciale. On y a affirmé que seul un réalisateur ou réalisatrice noire pouvait s'emparer du sujet et le traiter avec pertinence. Un Français ou un Camerounais noir pourrait donc s'emparer du sujet et le traiter avec pertinence. Excusez-moi. Il serait l'un ou l'autre ainsi bizarrement mieux placé pour parler de l'histoire américaine qu'un Américain blanc. C'est un choix. La couleur est vraiment très importante dans leur logique. En 2018, c'est la troupe du Soleil pour la pièce Kanata sur l'histoire du Canada qui est accusée d'appropriation culturelle, notamment parce que dans les membres de la troupe, il n'y a pas de descendants des premiers habitants du Canada.
Il y a 26 autres nationalités. Dans cette logique, les descendants des colonisés restent en France des victimes éternelles qu'il faut savoir ménager quelles qu'elles soient. Là aussi, l'individu est oublié et ramené à une soi-disant identité de groupe, de race, qui lui est assignée par cette idéologie de type finalement raciste. La critique de l'emprise de l'islam, voire de l'intégrisme islamique, est alors suspectée, même par ceux qui se présentent laïcs, et l'accusation d'islamophobie fuse à tort et à travers. Ces thèses peuvent éventuellement apparaître aux États-Unis comme la dérive d'une idéologie communautariste exacerbée. En France, où elle s'exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux et dans nos universités, c'est bien dans la tradition politique de l'extrême droite que l'on peut trouver des assignations aussi proches. Vigilance Université n'a évidemment pas vocation à décider des bons et mauvais concepts, écoles conceptuelles ou disciplines scientifiques. Il s'agit pour notre collectif de dénoncer d'une part le danger indigéniste décolonial qui porte en lui l'atteinte à la laïcité, une vision raciste des rapports humains et une connivence avec l'islamisme. Et d'autre part, la progression de l'extrême droite, porteuse de racisme et une autre forme d'atteinte à la laïcité. Comme l'a écrit il y a peu Karl Mersch, le discours anti-universaliste achève de lever les dernières résistances de celles et ceux qui, en quête d'un discours social, glissent sans trop s'en rendre compte vers le racial. Il pousse en réaction une partie de la population à adopter une position qui les conduit à se rapprocher de l'extrême droite. Le combat de Vigilance Université se mène donc sur plusieurs fronts, qui, malgré leur opposition radicale, se nourrissent les uns des autres. Nos actions ont été jusqu'à présent essentiellement de dénoncer par des tribunes dans la presse, des lettres à la présidence d'établissement, au ministre, par des signalements, ce qu'il faut continuer de faire. Cependant, il nous faut désormais aller plus loin. D'abord par une présence locale quotidienne dans les établissements, comme l'a tenté de faire le groupe de Lille le 1er février 2020, aux côtés d'autres partenaires, Laïcité et Féminisme, Comité Laïcité et République et le journal Marianne déjà. Et comme nous le faisons ici aujourd'hui, à savoir multiplier les interventions pour la défense de l'universalisme. Merci. On peut passer à une prise de parole de Djemila Benhabib. Djemila Benhabib, vous êtes politologue et écrivaine. Vous avez vécu au Québec. Vous avez enseigné la géopolitique du Moyen-Orient. Vous vous intéressez aux questions de laïcité, multiculturalisme et des accommodements raisonnables. Cette invention anglo-saxonne qui est une réponse qui serait une réponse à l'universalisme, et un pendant anglo-saxon de l'universalisme. Vous allez nous parler de toutes ces questions et je vous donne la parole. Merci. Merci infiniment de m'avoir invité. Je vais commencer par partager avec vous 3 bonnes nouvelles. D'abord, ce matin, j'étais à Bruxelles et ce midi, nous avons lancé un collectif qui s'appelle le collectif Laïcité Yallah. Donc, nous avons tenu notre première sortie publique, conférence de presse qui a été bien accueilli en fait par la presse, et donc nous avons un manifeste que nous avons mis donc à disposition du large public. Nous avons lancé donc un large appel à la mobilisation à l'échelle européenne. Deuxième nouvelle, il y a de cela 2 semaines, à l'initiative du Centre d'action laïque pour lequel je travaille, donc le Centre d'action laïque belge et l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, nous avions initié un débat à l'université sur la liberté d'expression avec 2 invités, Marika Brett et Gérard Billard de Charlie Hebdo. Et ce débat a connu un vif succès. C'était la salle, le grand amphi La Fontaine, qui prend, je pense, 850 places, et donc qui a été rempli pratiquement aux 3/4, avec évidemment des contraintes sécuritaires extrêmement importantes. Il y a eu des résistances de la part de 2 groupes estudiantins, principalement en fait un groupe estudiantin et un groupe féministe,
qui ont saisi les autorités de l'ULB, de l'université, pour annuler donc cette conférence. Et visiblement, ils se sont heurtés à un véritable mur, autant de la part des autorités de l'université, du CAL, que des médias de façon générale. Donc, nous avons pu contenir, en fait, disons, les pulsions de ces deux organismes-là. La troisième bonne nouvelle, c'est la promulgation au mois de juin dernier d'une loi, celle de la laïcité de l'État au Québec. Donc une loi pour laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup milité, et finalement nous avons pu réussir, nous avons réussi donc à inscrire donc cette loi dans notre modeste province qui est le Québec, ce qui nous a mis en porte-à-faux avec le reste du pays, le reste du Canada, c'est-à-dire un Canada plutôt marqué par une tradition anglo-saxonne, alors que le Québec est marqué par une tradition plus européenne et plus républicaine et française. Alors, je vais m'arrêter là et peut-être pour introduire mon sujet, donc, qui porte sur le multiculturalisme. Et finalement, si le multiculturalisme était un paradigme tel qu'on le décrit souvent, c'est-à-dire celui de l'ouverture et celui donc de la bienveillance. Alors pourquoi autant finalement d'hostilité à l'égard d'une loi qui est assez minimaliste, puisque c'est une loi qui fait quoi en gros, qui proclame que l'État du Québec est un État laïque et qui interdit le port des signes religieux pour les fonctionnaires en autorité, tout simplement, incluant donc les enseignants. Donc nous avons les juges, les policiers, les procureurs et les enseignants. Toutes les autres catégories, y compris les catégories donc, de la fonction publique, sont autorisées à porter des signes religieux. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que jusque-là, pratiquement tout le monde avait le droit de porter un signe religieux. C'est-à-dire, je parle ici des fonctionnaires. Donc nous avons eu, par exemple, des cas d'éducatrices en âge donc, préscolaire, donc, qui s'occupaient de gamins de 4-5 ans, qui portaient des signes ostentatoires, y compris le port du voile intégral. Ça a déjà donc, fait donc, beaucoup de bruit. Et donc, nous avons commencé à réfléchir donc, autour des signes religieux. Comment se fait-il que le Québec, qui a longtemps été régi par le catholicisme, donc une religion assez dominante, assez présente dans l'espace public, et qui s'en est ensuite débarrassé grâce à la Révolution tranquille, à partir des années 60, qui a initié un très large mouvement de sécularisation. Comment se fait-il finalement qu'on en soit arrivé donc, avec des groupes minoritaires, donc revendiquant donc, le port des signes religieux? Eh bien, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le Québec est une société qui a été marquée par un double mouvement. D'abord, un véritable mouvement de sécularisation à l'égard de la religion de la majorité, c'est-à-dire à l'égard du catholicisme. Parallèlement à ce mouvement-là, qui était un véritable mouvement de distanciation, il y a eu tout un travail de réhabilitation des religions des minorités, essentiellement de la religion musulmane, mais pas seulement. Donc, nous avons eu le premier cas d'un enfant, d'un élève qui souhaitait porter le kirpan, donc le poignard sikh, qui souhaitait le porter à l'école. C'était au début des années 2000. Et ses parents donc, sont allés à la commission scolaire, sont allés d'abord à l'école, ensuite à la commission scolaire, pour demander donc, une dérogation, c'est-à-dire un accommodement. En réalité, le terme à cette époque, au début des années 2000, n'était pas très populaire parce que l'accommodement qu'on a dit après raisonnable n'était pas populaire. Et donc, les parents se sont heurtés donc, d'abord à une fin de non-recevoir de l'école et de la commission scolaire, et ils ont tout de suite engagé un
processus judiciaire qui est allé d'abord en cour supérieure, qui est allé en cour d'appel, et ces deux cours ont donné raison à l'école, parce que les enseignantes et les enseignants considéraient qu'un poignard, donc c'était n'avait pas lieu d'être au sein de l'établissement scolaire. Et donc la Cour supérieure, la Cour d'appel a donné raison aux enseignants et c'est allé jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême, qui est une cour qui est majoritairement anglo-saxonne, puisque ce sont des juges qui viennent majoritairement de l'extérieur du Québec, eh bien, ont renversé la décision donc de la première instance québécoise et de la deuxième instance. Et à partir de ce moment, nous avons eu donc toute une sphère qui s'est ouverte, tout un boulevard qui s'est ouvert avec ces fameux accommodements donc raisonnables. Et ce que ça a fait, c'est que ça a réhabilité les religions des minorités. Et en réalité, ce n'est pas tout à fait ça, il faut que j'apporte une nuance. Ça a réhabilité les interprétations les plus rigoristes des religions des minorités. En fait, le multiculturalisme, ce qu'il produit, c'est davantage de soutien aux plus bruyants dans la société, à ceux qui sont plus rigoristes, à ceux qui sont plus conservateurs, et ceux aussi qui sont les plus fortunés. Parce que, évidemment, lorsqu'on saisit des tribunaux, lorsqu'on va en Cour suprême, eh bien, il faut être bien nanti. Lorsqu'on connaît les coûts d'un simple procès en Amérique du Nord, de façon générale, on comprend aisément qu'il y a là tout un travail de lobby, de véritables lobbies politico-religieux qui se sont saisis de la question pour essayer donc de détourner finalement les décisions donc, des premières instances donc, québécoises vers des tribunaux donc, plus favorables, c'est-à-dire marqués par la doxa anglo-saxonne. Donc, à partir de là, nous avons eu beaucoup de dérogations qui ont commencé donc, à poindre et qui ont commencé à contrarier la majorité donc, québécoise. Des exemples, je vais vous en citer quelques-uns. Donc, le kirpan, la petite fille donc, en maternelle dont les parents saisissent aussi les autorités donc, de l'école de façon à ce qu'elle ne puisse plus être en contact avec la musique. Et donc, il demande à la directrice de lui mettre un casque donc, insonorisé, donc un casque anti-bruit, de façon à la prémunir de la musique de Noël, essentiellement, et les autorités donc, qui abondent, l'enseignante donc, qui s'exécute, et la directrice donc, qui défend cette posture. Donc, nous avons, si vous voulez, d'un côté, toutes les études en sciences cognitives qui nous disent qu'il faut encourager donc, la musique, il faut encourager le contact de l'enfant avec la musique. Et par ailleurs, nous avons une doxa qui est donc multiculturaliste, qui nous dit qu'il faut accepter les revendications venant des extrémistes, et bien qui font que finalement, on sort de ce territoire de la raison, on sort des études donc, cognitives pour aller donc, vers le Moyen-Âge et pour valider donc, une posture qui va donc, à contresens eh bien, d'abord du bon sens, de la raison, mais aussi de la bienveillance à l'égard des enfants. Nous avons eu aussi beaucoup de cas, notamment venant de la communauté donc, extrémiste juif aussi. Mettons, nous avons eu le cas de l'Hérouve et de la Souka. Donc, la Souka étant cette petite cabane qu'on construit donc, à l'extérieur donc, des habitations. Et donc, on peut empiéter sur le voisinage, on peut empiéter sur la copropriété. Il faut aussi noter que l'existence des soukas, si elles sont donc acceptées, donc elles ont été acceptées par les plus hautes instances du pays, ces mêmes soukas, elles sont refusées en Israël pour des questions de sécurité.
Donc vous avez là quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire dans ce pays donc majoritairement juif, où l'on interdit les soukas, et dans ce pays où il y a une minorité d'intégristes juifs qui saisissent les tribunaux pour pouvoir valider, si vous voulez, une posture extrémiste. Donc voici quelques cas, si vous voulez, d'accommodement raisonnable, et vous comprendrez donc pourquoi la multiplication de ces accommodements ont suscité un réel malaise auprès de la population. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on a initié cette loi sur la laïcité de l'État, parce qu'il nous paraissait urgent de mettre fin à ces accommodements dits raisonnables. Donc la solution, ce n'est certainement pas dans l'accommodement raisonnable. Peut-être quelques mots sur le multiculturalisme, tel qu'il est évidemment inscrit dans la Constitution canadienne. D'ailleurs, c'est le seul État au monde qui a institutionnalisé le multiculturalisme à partir de 88, mais d'une façon, disons, un peu moins informelle à partir des années 82. C'est que le multiculturalisme est une doxa politique qui vise à court-circuiter les décisions des parlements de façon générale. Donc le citoyen n'est plus un animal politique, il devient tout simplement un simple sujet juridique. Un simple sujet juridique de façon à pouvoir s'inscrire d'une façon strictement individualiste dans la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout pour défendre ses droits individuels, qu'il n'inscrit dans aucune historicité et surtout qu'il inscrit contre les autres, qu'il inscrit contre la collectivité. Et j'avoue que cette façon absolutiste de valider les droits individuels nous a mené au Québec à initier toute une réflexion entre un véritable équilibre des droits individuels, mais aussi des droits collectifs. La laïcité, par exemple, est un droit qui est autant individuel que collectif. La laïcité est génératrice de liberté, mais génératrice de liberté envers l'ensemble de la collectivité. Et donc, il y a tout un équilibre à avoir, tout un équilibre à faire. Et donc, c'est pour ça que nous soutenons cette laïcité de l'État, d'autant plus que nous vivons actuellement aussi une montée extrêmement forte de la part des courants racialistes, de la part de censure à l'égard d'abord de la liberté académique, mais aussi de la liberté d'expression de façon générale, des œuvres d'art, des productions théâtrales, des productions musicales qui sont tout simplement annulées en raison de bruit, en raison d'organisations militantes, essentiellement d'extrême gauche, et qui détournent évidemment les droits, les libertés, au profit de courants différentialistes et racialistes. Voilà en gros, c'est ça, comment ce que nous, en fait, en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Québec, nous vivons cette dualité. C'est véritablement un miracle que cette loi sur la laïcité de l'État ait pu être promulguée, parce que nous sommes dans un océan anglo-saxon, et cette loi est véritablement contestée aujourd'hui
devant les tribunaux, mais je trouve ça extrêmement intéressant de partager avec vous une expérience de résistance, une expérience très positive. C'est pour vous dire que si véritablement le multiculturalisme était donc ouvert et bienveillant donc à l'égard de tout un chacun, bien nous serions les premiers à véritablement porter cette doxa. Mais malheureusement, certes, oui, il est ouvert, le multiculturalisme est ouvert essentiellement à l'égard des intégrismes religieux. En tout cas, c'est ce que je retiens de mon expérience québécoise. Donc peut-être que je vais m'arrêter là et peut-être je vais revenir tout à l'heure sur si vous avez des questions pour quelques clarifications. Voilà, merci. Merci beaucoup, Djemila. Je passe tout de suite la parole à Guylain Chevrier. Guylain Chevrier, tu es docteur en histoire, enseignant à l'université, notamment en droit public. Tu as aussi été membre du Haut Conseil à l'intégration. Tu es vice-président du comité Laïcité République et directeur du laboratoire d'idées, liberté et prospective. Et tu as souhaité nous parler un peu plus longuement du multiculturalisme contre la République égalitaire, également du racisme de ces nouveaux antiracistes. Merci. Alors, pour commencer mon propos, je crois qu'il y a un premier constat qui s'impose. Nous sommes dans une société de plus en plus hétérogène, qui se divise en statuts et en rôles un petit peu à l'infini, avec le développement de la modernité de nos sociétés, et aussi des formes d'individualisme qui accompagnent ce phénomène, et avec une diversité culturelle qui est apparue, surtout depuis la fin de la colonisation, et particulièrement depuis une quarantaine d'années, et qui s'est affirmée avec une population qui a quand même beaucoup changé en France, et qui fait que cela interpelle déjà sur comment faire allégeance à une même nation. C'est déjà une très grande question. Et cela renvoie pas simplement à un problème franco-français, mais à un problème de vision globale du monde, et des enjeux qui sont ceux de faire monde à travers quel idéal humain. Donc, lorsque on s'intéresse à la question de savoir si l'égalité doit prévaloir, l'égalité entre les individus ou l'égalité entre les différences, on est déjà immédiatement plongé sur un débat qui est vraiment celui de deux mondes qui sont très différents. Et d'ailleurs, qui coexistent aujourd'hui et qui renvoient précisément à une jeunesse qui est prise dans ces contradictions et qui a besoin aussi d'éclairage et de dialogue sur cet éclairage pour justement ce que je disais un petit peu tout à l'heure, dénouer des contradictions qui sont des contradictions historiques qui traversent l'histoire des civilisations, et particulièrement la civilisation de la raison, je puis m'exprimer de cette façon, universelle, c'est-à-dire de considérer qu'on doit construire des sociétés et les gouverner au nom de l'expérience, en tirer des enseignements pour se projeter dans l'avenir, et donc de manière sur un mode qui est celui de la rationalité, de la connaissance, ce qui ne retire rien au fait de pouvoir avoir une croyance dans une démarche existentialiste, puisqu'un certain nombre de questions auxquelles la science ne répond pas, et donc qui peuvent nous interroger sur le sens de l'univers, même de l'homme, etc. On est loin d'avoir répondu à toutes les questions. Donc on peut s'interroger à la fois du point de vue du croire, mais aussi, bien sûr, d'un point de vue philosophique plus abstrait. Mais le domaine de la raison, c'est celui de comment les hommes se gouvernent eux-mêmes d'une certaine manière et comment, par l'expérience, ils corrigent, ils ajustent leur trajectoire, qui est quand même une conquête de l'histoire assez extraordinaire. Alors voilà, on est sur un enjeu fondamental. Vous le voyez bien. Alors justement, ça va être mon propos, c'est d'essayer de voir comment on peut distinguer égalité et égalité au sens des libertés démocratiques, on pourrait dire, pour simplifier, et puis égalité au sens de la reconnaissance des différences et de la construction d'une société par addition de communautés. Ce qui, à un moment donné, on peut se poser la question si effectivement ça peut être effectivement réaliste du point de vue de ce que pourrait devenir cette société si on la laissait aller dans cette direction. Alors tout d'abord, pour définir un petit peu cela, il y a une opposition fondamentale. C'est celle entre l'universalisme et le différentialisme. L'universalisme, c'est quand même l'idée des droits de l'homme et du citoyen, des droits qui ne sont pas prononcés au nom du peuple français, pas simplement, mais au nom des hommes, de l'homme. Donc des droits qui sont des droits naturels de l'homme. Autrement dit, tous les hommes naissent
et demeurent libres et égaux en droit parce qu'ils appartiennent à la même famille humaine, quel que soit l'endroit où ils naissent. Les sociétés leur donnent des destinées différentes, selon les cultures, les civilisations dans lesquelles ils naissent, les sociétés dans lesquelles ils naissent, mais le point de départ, c'est cette reconnaissance de l'universalité, de l'idée que l'homme naissant avec les mêmes capacités, il mériterait partout les mêmes droits fondamentaux. Alors on est déjà sur une question de droit, parce que seuls les États donnent des droits à ceux qui vivent sur leur sol. Donc on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas faire fi des droits, parce que dès qu'on s'intéresse aux droits, on s'aperçoit qu'entre égalité et différentialisme, il n'y a pas photo d'une certaine manière. Donc l'égalité des droits, cette égalité des droits entre les individus qui est un bien commun, c'est une égalité qui renvoie à l'autonomie de la personne, à la possibilité de sa libre décision. Et en même temps, une libre décision qui s'inscrit dans un corps politique, auquel appartient l'individu comme citoyen, et donc où il va participer d'une décision collective d'orientation de la société. Donc on ne peut pas se substituer à lui, on ne reconnaît pas de groupe qui viendrait intercéder entre les citoyens pour, d'une certaine manière, jouer un rôle qui viendrait rompre le lien entre les citoyens et ce corps politique souverain. Moi, je renvoie à l'idée de nation, puisque, même rappelons-nous que la nation fait partie du répertoire révolutionnaire de la première heure. La nation, c'est lorsque le peuple s'érige en corps politique souverain. C'est ça la liberté, c'est pas autre chose. Par rapport à l'ancien régime, donc noblesse, clergé, tiers état, cet ancien régime, qui justement assignait des places par la naissance. La République, c'est un pouvoir non héréditaire et impersonnel, contrairement au pouvoir du monarque. Donc on est là sur cette égalité des droits entre les individus, va fabriquer cette nécessité de la reconnaissance, donc effectivement à chacun, donc effectivement une sorte de propriété à la fois individuelle et collective de ces droits. Alors si on veut regarder immédiatement justement la notion de différentialisme, cette diversité, finalement... Alors, j'aurais envie pour commencer, à dire qu'effectivement, il est devenu à la mode de considérer que la reconnaissance de la diversité culturelle constitue le fondement des nouveaux droits humains, en quelque sorte. Mais moi, j'ai été surpris en visitant le Louvre d'écouter l'introduction. Hein, vous avez une petite salle et puis vous allez écouter un petit reportage. Ce petit reportage, il vous présente les civilisations comme des espèces en voie de disparition qu'il faudrait protéger. Alors là, ça me pose déjà un premier problème, c'est que l'histoire des sociétés est en mouvement et il n'y a pas de raison pour que ces sociétés-là soient moins en mouvement que les autres. Donc, on voit qu'on est déjà, y compris au Louvre lui-même, dans cet état d'esprit qui est celui de considérer ce différentialisme comme une espèce d'assignation hors de l'histoire. Et donc, ce qui renvoie effectivement à la question de savoir donc à quoi nous avons affaire en matière justement de passage de l'égalité des droits entre les individus à l'égalité entre les différences qui se traduit donc par l'égalité entre des groupes et une égalité qui n'est plus celle entre les individus, donc effectivement d'égalité entre les différences faisant qu'on veut se constituer des groupes au sein de la société qui vont représenter leur propre culture et entrer en concurrence d'une certaine façon. Alors je voudrais comparer les deux modèles assez rapidement, parce que ça mériterait, c'est sûr, voilà, une véritable, je dirais, voilà, en tout cas, plus de temps, mais je vais essayer de simplifier mon propos. Alors, regardons nos institutions. Nous avons des institutions républicaines, et qu'est-il écrit à l'article 1er de la Constitution? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et puis ensuite suit le principe d'égalité de tous devant la loi, c'est-à-dire l'égalité de traitement indépendamment de l'origine, la couleur, la religion. Donc ce qui veut dire que cette république indivisible, rappelons ce que ça peut être, l'indivisibilité du corps des citoyens, mais qui se reflète dans le fait qu'une même loi s'applique sur l'ensemble du territoire à un peuple, c'est ce qu'on appelle l'État unitaire, qui est quand même une conquête très importante. Et puis laïque, séparé du religieux, donc le politique du religieux. Si on sépare le politique du religieux, c'est parce que si la source du pouvoir c'est le peuple, par la démocratie, ça ne saurait être un Dieu. Si Dieu est indémontrable, on ne saurait gouverner en son nom, hein, affirme Emmanuel Kant. Démocratie, c'est le gouvernement des hommes par les hommes, donc choisissant leur propre destin, mettant la main sur leur propre destin. 1789, les hommes renversent l'histoire et font qu'ils écrivent l'histoire véritablement par leurs propres faits, démontrant devant l'histoire la catégorie même de peuple qui va devenir une catégorie juridique.
Et puis social, très important, une dimension sociale qui, j'insisterai peut-être un petit peu plus, même si sur cette République et à travers ses différents attributs, on pourrait faire un historique important. D'abord, revenons à la laïcité dans un premier temps. Donc cette séparation des églises et de l'État, souvent on traite comme le droit de croire ou de ne pas croire, alors qu'en réalité, c'est un principe politique d'organisation de l'État. Ce n'est pas simplement la séparation des églises et de l'État. Ça a des conséquences, et d'ailleurs reconnues depuis dans nos constitutions, et particulièrement la constitution donc, de la Ve République, donc droit de croire ou de ne pas croire, liberté de penser, liberté bien sûr de conscience, mais aussi donc, le fait que l'État n'est pas athée, mais il est areligieux, et il ne reconnaît que des citoyens, et non pas justement précisément des groupes particuliers. Et puis donc, cette laïcité, quelques points d'histoire pour bien voir à quoi elle peut s'affilier. C'est pas, alors évidemment, il y a 1789 où on va obligatoirement, à partir du moment où le peuple s'affirme comme étant détenteur du pouvoir politique, il va prendre la place de l'origine mystique du pouvoir qui était celui du pouvoir royal, c'est-à-dire l'idée de Dieu. Et donc cette construction, elle va aboutir dès 1792, pour prendre un exemple significatif, au transfert des paroisses donc aux communes, des registres d'état civil. Ce qui va permettre de laïciser cet état civil qui le restera jusqu'à nous et d'y ajouter le divorce qui était interdit par l'Église catholique. Même s'il y a eu des allers-retours avec la réaffirmation, la fin avec la restauration de la reconnaissance du droit au divorce, puis qui reviendra par la loi Naquet en 1884, et le divorce donc par consentement mutuel, qui était déjà par consentement mutuel dès son origine et qui le redeviendra en 1975. Mais donc on a le mariage inscrit dans l'état civil, donc dans le code civil, pardon, fait que c'est une protection pour l'ensemble des individus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur religion. On a ce principe qui garantit des droits et donc la possibilité, après être passé devant l'officier d'état civil, de se marier religieusement. Et tout ce que ne dit pas la loi est libre, bien évidemment. Mais donc, à partir du moment où cela ne s'oppose pas à la reconnaissance du seul droit matrimonial qui existe, très difficile à conquérir pour les femmes, rappelons-le, tout de même, 1965, pour la première fois, les femmes, puisqu'on est la semaine importante là, 1965, pour la première fois, les femmes peuvent ouvrir un compte en banque ou suivre des études sans être chaperonnées par leur mari ou leur père. 1967, c'est le droit à la contraception qui permet la maîtrise de la naissance. 1970, c'est l'autorité parentale conjointe, tout ça étant très récent. 1975, c'est le droit à l'IVG, et donc les femmes prennent possession de leur propre corps après l'habeas corpus de 1679. Pardon, mais l'air de rien. Donc, on est dans une évolution pour parler des droits des femmes, mais étroitement liée à la laïcisation de l'État, ne l'oublions pas. Alors, pour venir sur le droit social, si on prend l'histoire du 19e siècle, elle est fondamentale pour comprendre que le mouvement syndical et révolutionnaire a participé de précisément la laïcisation de l'État. Cette histoire sociale, elle passe par une révolution industrielle qui va mettre en situation d'exploitation l'ensemble de la France. On travaille 7 jours sur 7, 12 heures à 18 heures par jour. Nous rappelons-nous que le repos dominical, c'est 1906. Les enfants de 5 ans descendent dans les mines. Et c'est l'école de Jules Ferry qui mettra un terme, en fait, à l'exploitation des enfants avec l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 13 ans, école gratuite et neutre religieusement. Donc, premier point, mais celui aussi de ce mouvement ouvrier révolutionnaire qui, à travers les révolutions de 1830, de 1848 pour la République sociale, de 1871, celle de la Commune, où les femmes joueront aussi un rôle très important, et puis 1936, donc où on va avoir la grande conquête des droits sociaux, et n'oublions pas le Parti ouvrier français de 1880 de Jules Guesde, qui, à travers son programme révolutionnaire, propose tout simplement l'ensemble des droits que nous avons acquis aujourd'hui, donc avec des buts universels détachés de toute référence religieuse. Ce que l'on oublie dans le mouvement ouvrier aujourd'hui, qui est un vrai problème. Donc on a une laïcisation de l'État aussi par le mouvement syndicaliste et révolutionnaire. Et d'ailleurs, la charte d'Amiens, du début du XXe siècle, est précisément cette charte qui crée l'indépendance syndicale de toute relation avec
donc les partis politiques ou d'autres entités telles que les églises. Donc l'indépendance du syndicalisme français, la CGT naissant en 1895. Alors donc on voit qu'on est dans un... Voilà, pour présenter un tout petit peu ce qu'est ce dont on a hérité, tout ce droit social, la sécurité sociale, qui est bien sûr complètement laïcisé, et qui, du droit civil au droit économique et social, ne regarde pas non plus la nationalité, puisque l'ensemble des individus qui vivent sur notre sol bénéficient de l'ensemble donc de ces droits. Alors regardons maintenant rapidement ce qu'il en est de ce qu'on appelle le multiculturalisme et qui se traduit par le communautarisme, puisque le multiculturalisme juridique, c'est la reconnaissance finalement juridique de ces communautés à travers, ne serait-ce qu'en reconnaissant des particularismes, on va reconnaître un accès à des droits spécifiques qui vont faire que la communauté va se détacher de la communauté nationale. Alors on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, y compris à travers la déclaration du président de la République, on est passé de radicalisation à communautarisme, puis à séparatisme. N'oublions pas que le séparatisme n'est jamais que l'effet du communautarisme. Le communautarisme, c'est le fait de mettre des individus qu'on va privatiser, qui vont passer sous le contrôle du point de vue de leurs opinions du groupe, qui va pouvoir devenir un groupe de pression sur la société, qui va effacer les droits des individus derrière la logique du groupe, avec des chefs de clan, des chefs religieux qui parlent en lieu et place des individus, et puis qui va fracturer aussi le corps politique et dépolitiser finalement complètement les individus pour les assigner à un groupe d'intérêts privés s'opposant à l'intérêt de tous les autres. Alors la laïcité, de ce point de vue-là, elle porte au-dessus des différences un certain nombre de principes fondamentaux, la démocratie, les libertés, et précisément, en portant au-dessus des différences ces grands principes, eh bien, elle protège les différences aussi contre le risque que l'une d'entre elles ne prenne le pouvoir sur les autres. Et elle empêche aussi ce clientélisme qui découle du système donc, du communautarisme. Et n'oublions pas non plus que le Sénat, dans l'un de ses derniers rapports sur la radicalisation, précisait que l'un des principaux terreaux, et sinon le principal terreau de la radicalisation, était précisément le communautarisme, derrière le mur desquels les endoctrineurs peuvent s'en donner en quelque sorte à cœur joie. Mais pour dire quand même quelques mots précis sur la question des droits, si je ne suis pas trop long, tout va bien encore ? Tout va bien. Donc, pour prendre quelques exemples, comme je suis formateur en travail social et j'ai 25 ans éducateur spécialisé à coordonner des situations en protection de l'enfance, j'ai eu l'occasion, y compris d'accompagner des familles radicalisées à la demande du ministère de l'Intérieur. Mais passons. Cela étant, de constater concrètement comment se traduit ce différentialisme du point de vue justement de l'atteinte au droit. Eh bien, j'ai rencontré une éducatrice spécialisée qui était dans mon équipe et qui était future éducatrice, enfin, était en stage et était future éducatrice spécialisée. Et cette jeune fille, à un moment donné, il lui a été proposé de participer à une mission santé, sida, conduite à risque, donc, et puis relations garçon-fille, puisqu'il y a des interventions obligatoires dans les collèges en classe de 4e, puis en classe de 3e de ce point de vue, qui sont des actions de prévention. Et puis cette jeune fille a refusé sur le fondement de ses convictions religieuses, mettant en cause la sécurité de ces jeunes, mais aussi des personnes qu'elle accompagnerait, puisque si elle le refuse là, elle refusera d'informer, comme acteur de droit qu'elle est, tout usager qui a besoin de s'informer sur tout simplement ses droits et même le mode de vie qui est celui que nous sommes censés partager. Une équipe d'aide médico-psychologique dans une maison d'accueil spécialisée, donc des personnes qui sont en situation de handicap, eh bien, cette équipe a refusé d'accompagner un couple d'homosexuels sous prétexte que c'était péché. Et ce sont des documents que j'ai publiés dans un ouvrage que j'ai coordonné, Laïcité, Émancipation et Travail social. On a donné la parole aux étudiants, de telle manière à ce qu'effectivement ils puissent témoigner dans leur stage de la réalité de ce qui pouvait être dit par ailleurs, comme témoignage. Donc on voit qu'on est sur une atteinte au droit direct. Et si on fait passer la foi, par exemple, au-dessus du droit, on va inévitablement aboutir à un risque non seulement d'atteindre des droits, de les mettre en cause, mais aussi d'affrontement avec la société et de basculement dans la radicalisation. Donc d'où l'importance de l'affirmation donc, des droits et libertés de l'ensemble des individus, quelle que soit leur origine, leur couleur, leur religion. Et par-dessus cela, si je puis rajouter par rapport à la question sociale, évidemment ce communautarisme, eh bien,
il a pour effet de diviser les forces sociales et de rendre impossible toute conquête d'une nouvelle société qui pourrait être celle du bonheur pour tous. Ça pose quand même aussi un problème. C'est même un atout formidable pour le libéralisme qui compte bien sur ces divisions pour pouvoir régner, donc en maître, si je puis dire, justement à l'appui d'une situation de cette nature. Nous voyons donc que ces personnes qui se présentent comme les nouveaux antiracistes s'inscrivent dans cette lignée avec les indigènes de la République. Et il est assez surprenant de voir que ce qui nous vient des États-Unis, qui est donc effectivement des universités américaines, et aux États-Unis, donc dans ce pays lui-même, certains chercheurs se sont effectivement étonnés du fait qu'après la conquête des droits civils et politiques, eh bien, les groupes opprimés qui se désignaient eux-mêmes comme tels, eh bien, au lieu de s'émanciper de leur propre situation, de leur assignation, n'abandonnaient pas les catégories qui étaient les leurs, ethniques et raciales, mais au contraire devenaient les champions de la fierté raciale et ethnique. Comme une espèce de renversement, de nouvelle essentialisation, passant de l'essentialisation dont ils étaient l'objet, comme inférieurs en quelque sorte, à une autre race supérieure, et essentialisant ceux qui étaient les dominateurs d'hier pour leur imposer leurs propres règles. Mais nous restons toujours dans une logique, effectivement, qui est celle donc de l'essentialisation. Donc au lieu de s'émanciper de ces assignations, eh bien, ces individus, au contraire, rentrent dans ces assignations, les reproduisent, et reproduisent aussi, d'une certaine manière, cette hiérarchie des races, qui est la première condition, il ne faut pas l'oublier, du racisme, c'est-à-dire l'établissement d'une hiérarchie raciale, qu'ils reproduisent de cette manière, en inversant aussi l'hostilité, de fait, et donc en faisant que cette hostilité va être renversée vers celui qui est désigné comme l'ancien dominant, essentialisant l'ensemble des Blancs comme étant inconsciemment donc des héritiers du colonialisme et par là même devant faire repentance. Donc c'est ce qui explique la non-mixité. D'un côté ceux qui sont les victimes de ce passé colonial et ceux qui aujourd'hui seraient assignés à être obligatoirement encore les ex-dominants qui demeureraient des dominants et cela à l'appui aussi de tout un discours qui a à voir avec l'idée qu'il y aurait dans notre société des discriminations qui seraient absolument majeures et qui seraient généralisées. Alors ce qui aboutit évidemment à deux choses, je dirais du point de vue de ce qu'on peut définir le racisme, puisque le racisme, c'est d'une part une idéologie qui postule une hiérarchie des races, et d'autre part la désignation d'une hostilité violente envers un groupe spécifique. Eh bien, c'est exactement ce à quoi on assiste quand on dit qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, sur le fondement de l'idée que tous les blancs s'essentialisent comme des ex-colons, donc sont tous à mettre en quelque sorte dans le même panier des anciens dominants, alors que bon, il y a bien des personnes blanches qui n'ont rien à voir avec ce passé, et bien des personnes immigrées qui n'ont rien à voir avec le colonialisme, puisque tous les pays n'ont pas été colonisés, et la France n'a pas colonisé l'ensemble, bien évidemment, du monde, et la République a, par le haut, dépassé cette contradiction, justement en affirmant d'abord le principe d'égalité entre l'ensemble des citoyens, alors bien sûr, avec des inégalités qui demeurent, mais sont-elles le fait de la République et de son projet ? Certainement pas. Elles sont le fait d'une économie qui s'impose sur le politique et qui crée toutes les conditions, donc effectivement, d'une reproduction de ces inégalités. Alors quand même, quelques éléments sur le racisme en France, parce que l'argument principal, c'est de dire que le racisme deviendrait la première question au-dessus de la question sociale. Alors, précisément, si elle ne l'est pas, c'est parce qu'on a d'abord l'égalité. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans ses derniers rapports, ne cesse de souligner que l'indice de tolérance des Français de Sciences Po, concernant l'autre, l'étranger, n'a jamais été aussi bonne et ne cesse de progresser dans cette direction, sauf pour une catégorie, pour les musulmans, par rapport à des conflits qui existent, à une montée effectivement des affirmations identitaires, dont le port du voile est une des manifestations, mais pas seulement. Le port du voile, à savoir tend donc au refus du mélange au-delà de la communauté de croyance, même si toutes les femmes ne le portent pas dans cet état d'esprit, mais il aboutit à cette situation. Mais plus encore, si on veut aller dans cette direction, le certificat de virginité qu'évoque une note interne donc intergouvernementale donc qui a servi d'appui au président de la République pour ses déclarations sur la radicalisation, et qu'il n'est pas question d'interdire en France, alors que les médecins se sont prononcés, l'ordre des médecins, pour dire que c'était contraire à la dignité et aux droits humains. Donc là, on est quand même
c'est l'image même du communautarisme, le certificat de virginité. Hein, c'est ça, ça sépare bien, on peut le dire. Donc, d'une part, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le défenseur des droits, qui dans ses rapports montre que nous sommes au-dessous de 10 000 réclamations par an. Donc, sur un volume qui est quand même relativement modeste, même si pas une discrimination ne peut être donc acceptable. 6 000 procès à ce titre, dont 9% de condamnation. Donc, même si on multipliait par 10, voire par 100, ces 10 000 réclamations, on sera encore très loin d'un pays dominé par le racisme. Donc effectivement, même l'enquête Théo Trajectoire et Origine avait déjà montré, donc en interrogeant donc les personnes, un volant de personnes issues d'immigration ou immigrées, voilà, l'intégration se faisait pour beaucoup, et l'Observatoire des inégalités indique qu'à classe sociale égale, eh bien, il y a la même réussite. Et ça doit nous interpeller par rapport à la question des classes sociales, qui disparaît complètement derrière précisément ce communautarisme, alors que l'enjeu principal, c'est plus la lutte contre les inégalités sociales qui relèvent du combat pour l'égalité en général, que celui de se retrouver à se diviser en groupes concurrents, à l'image d'une certaine intersectionnalité, dont je ne dirai qu'un mot, mais où il est question de croiser les discriminations pour mieux les combattre et s'en émanciper. Et puis à la fin, donc une fois qu'on a résolu le problème des discriminations, on reste chacun dans sa case, et donc chacun les uns à côté des autres. D'un côté, ceux de l'islam politique qui sont pour le patriarcat, et puis les féministes qui, elles, dans leur coin, restent avec leur problématique de l'égalité des droits. Donc, c'est la cohérence qui doit guider notre état d'esprit, je dirais, mais c'est ce qui renvoie au débat aussi sur l'universalisme et à la grande question qui est celle de la connaissance et de faire que, précisément, le débat critique puisse être ouvert et permettre justement, précisément de revenir sur cette histoire rebattu de contradictions. Regardez, la démocratie a disparu depuis l'Antiquité à plusieurs reprises et est réapparue à la faveur de ces contradictions de l'histoire qui la ramènent de plus en plus fort à travers la défense des libertés aussi, libertés et droits individuels, mais comme un bien commun, donc comme l'enjeu essentiel de la situation. Dernier mot, c'est l'Organisation des Nations Unies, on ne peut pas le taire. La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, bien sûr, porte l'idée d'égalité universelle, mais on a aussi des textes comme le Pacte international des droits civils et politiques qui, au contraire, insistent sur une seule chose, le droit des minorités et des communautés, en totale contradiction avec le texte qui est celui fondamental de l'Organisation des Nations Unies. Donc on voit bien, y compris jusqu'aux droits de l'enfant, et ce sera ma conclusion, la Convention internationale des droits de l'enfant affirme d'un côté le fait que l'enfant, du 20 novembre 1989, affirme d'un côté que les droits de l'enfant sont fondamentaux, donc l'enfant a des droits qui lui sont propres par rapport à ses parents, il a le droit de vivre avec ses parents si cela n'est pas jugé comme étant incompatible pour son intérêt supérieur. Et puis d'un autre côté, on a l'article 30 qui dit que l'enfant a droit à sa communauté, sa langue, sa culture, etc. et qu'il enferme dans la communauté. Ce sur quoi d'ailleurs la France a mis une réserve en raison de ce qu'est notre République. Donc on voit l'enjeu. L'enjeu, il est là, et je crois qu'à travers le débat que nous avons et ce que nous portons avec Vigilance Université, nous sommes au cœur véritablement, je dirais, d'un projet devant nous qui est très positif et qui est d'abord un projet humaniste. Merci beaucoup Guilain. Je passe tout de suite la parole à René Frégosi. René Frégosi, vous êtes philosophe, professeur de sciences politiques et essayiste. Vous avez publié récemment un livre intitulé « Français, encore un effort pour rester laïque ». Et vous avez souhaité ce soir accentuer votre propos sur le justicialisme et la victimisation qui permettent, selon vous, la convergence de ce que vous appelez des nouveaux autoritaires. Oui, absolument. Je vous remercie. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que, en fait, je n'ai pas vraiment besoin du micro, mais donc dans le micro, il faut que je parle doucement. Oui, je veux revenir pour poursuivre la série des interventions sur une logique qui serait commune, en fait, à tous ces anti-universalistes qui veulent précisément assigner les individus à des communautés
Parce que moi, évidemment, j'ai une divergence à propos de l'individualisme. Pour moi, l'individualisme, comme pour Jaurès, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Parce que justement, un individu qui s'assume, c'est un individu émancipé de toutes les tutelles, de toutes les emprises, et notamment, évidemment, des emprises communautaires. La famille, le clan, la religion, etc. Donc, pour moi, l'individualisme, c'est quelque chose de positif et pas négatif. Et en fait, tous ceux qui se revendiquent des libertés individuelles, en fait, non. Tous ces anti-universalistes, c'est pas des individualistes. En fait, ce sont des communautaristes. Et ils revendiquent leur liberté d'être aliénés à la communauté. Donc, bon. Mais donc, je voulais revenir sur la logique commune des différents groupes dont on a parlé, puis je reviendrai un petit peu plus sur, évidemment, une catégorie de ces anti-universalistes qui me tient à cœur, qui sont les néo-féministes, celles que j'appelle les néo-féministes, parce que moi, je suis féministe de la vieille école, c'est-à-dire que j'étais au MLF dès sa création en 70-71. Et j'étais très jeune. Et maintenant, je le suis beaucoup moins. Donc, cette logique des anti-universalistes, pour moi, effectivement, elle relève du justicialisme, je vais m'expliquer, justicialisme qui fonctionne sur le mode de la victimisation, justicialisme victimaire qui est un autoritarisme qui aboutit à une société autoritaire. Donc, le justicialisme, à l'origine, ce terme, il va être popularisé, c'est le cas de le dire, par Juan Domingo Perón en Argentine. Son mouvement, il va l'appeler le mouvement justicialiste. Et donc, ce terme de justicialisme, je le prends au péronisme, mais il est plus généralisable et généralisé d'ailleurs aussi en sciences politiques. Hein. Il n'est pas propre au péronisme, même s'il est très connoté péroniste. Donc, cette doctrine de Perón, elle est directement inspirée du fascisme italien. Lui, il est grand admirateur de Mussolini. Et elle se propose d'organiser la revanche de ceux d'en bas, los de abajo, contre ceux d'en haut, los de arriba, c'est-à-dire le peuple contre l'oligarchie. Vous commencez déjà à entendre ce qu'on entend aujourd'hui par chez nous. Hein, et qui relève vraiment du justicialisme, des propos justicialistes. Ce sont donc les descamisados, les pauvres, ceux qui sont nus, en fait, hein, les sans-chemise, et les cabecitas negras, les petites têtes noires d'Evita Perón. Eva Perón, parlait à ces petites cabecitas negras. Qui c'était? C'était des métis, les métis de l'intérieur de l'Argentine, des provinces de l'intérieur. Et donc ce sont les cabecitas negras contre l'oligarchie blanche de Buenos Aires, parce que l'Argentine se vivait comme un pays blanc. D'ailleurs, vous noterez le cynisme de la dictature, la dernière dictature argentine, qui avait comme slogan publicitaire « Venez en Argentine, le plus grand pays blanc au sud de l'Équateur ». Bon, donc, effectivement, il y a un vrai problème, hein, mais le populisme, évidemment, est une réponse à un problème. C'est pas la mienne, mais c'est une réponse. Donc, justice pour le peuple. Et en effet, donc, le justicialisme au sens large, et pas seulement le justicialisme péroniste, mais également le péronisme d'aujourd'hui, s'en revendique. Et on le voit d'ailleurs aussi avec une modalité d'action qui naît en Argentine avec ce qu'ils appellent les escraches, qui sont des scandales qu'on fait devant le domicile privé de personnalités politiques, que le peuple considère comme étant coupable et qui n'est pas jugé par la justice institutionnelle. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, peut-être même un apéritif devant le domicile de Valls, par exemple. Bon,
au hasard. Et parce que Nuit debout était tout à fait là-dedans. Hein. Donc, le justicialisme, il réclame justice tous azimuts, hein, dans tous les domaines, et tous les domaines sont liés parce que le justicialisme considère que le monde est divisé entre les bons et les méchants. Et les méchants, ils sont les puissants, les élites, les riches, les dominants, on en a parlé évidemment, voire les blancs, les juifs, les hommes en général. Donc, ces méchants sont défendus par la justice institutionnelle. Et donc, les justicialistes vont se faire justicier, c'est-à-dire juges de la justice populaire contre la justice institutionnelle qui défend les puissants. Okay. Donc, il est légitime que le peuple conspue, insulte, intimide, menace, bouscule, malmène, voire agresse et finalement lynche les puissants. Et cela en toute bonne conscience et même avec fierté, puisque les puissants, par définition, sont coupables a priori. Ils sont coupables a priori et ils sont coupables pour l'éternité. De la même façon que les victimes sont victimes par nature et victimes pour l'éternité. Vous avez cette vision martyrologique de la victime, c'est-à-dire c'est quoi un martyr? Un martyr, c'est hors du temps humain. Le martyr, il souffre encore le martyr aujourd'hui et il souffrira de toute éternité pour la rédemption du monde. Et donc la victime va être la victime d'hier, elle doit être victime 43 ans plus tard. Donc Samantha Geimer, eh bien, elle n'a pas le droit, aux yeux des justicialistes, de dire « mais moi, je ne suis plus victime, ça suffit, je lui ai pardonné, moi, Polanski, et c'est fini maintenant, moi, je me suis reconstruite, je suis ailleurs, je ne suis plus une victime. » Non, la victime doit être victime, ad vitam aeternam, de même que le coupable est coupable ad vitam aeternam. Donc ça, c'est la logique justicialiste, évidemment. Et la stratégie, une des stratégies communes donc à tous les justicialismes, c'est la victimisation. C'est une stratégie classique des agresseurs, la victimisation. Que l'agresseur soit un individu ou un collectif. Et c'est jusqu'à la logique génocidaire. On sait très bien. Hein. Il fallait éliminer tous les Arméniens parce qu'ils étaient les agents de l'ennemi. Il fallait éliminer tous les juifs parce qu'ils étaient corrupteurs, fauteurs de guerre et un agent au sens agent pathogène. Et il fallait tuer tous les Cambodgiens à lunettes puisqu'ils étaient tous des agents de l'impérialisme. Et je me souviens d'une interview, je la cite toujours à mes étudiants, d'un Khmer rouge à qui le journaliste de Libé demandait « mais quand même, ok, vous tuez tous les bourgeois, ok, les adultes, mais pourquoi tuez-vous les enfants aussi ?» Et le Khmer rouge répondait « parce que lorsque vous chassez vos punaises, vous tuez aussi les œufs. » Donc, la logique génocidaire est l'extrême de cette logique victimaire, mais ça fonctionne comme ça. Donc, aujourd'hui, on retrouve cette logique, vous le savez bien, chez les islamistes notamment, hein, avec cette notion vraiment perverse d'islamophobie qui amalgame à la fois l'islam et l'islamisme et qui va être brandie, on l'a dit, contre toute personne qui va s'élever pour l'autonomie des individus, leur libération de la communauté, etc. Et évidemment, on la retrouve également dans cet antisionisme qui est un antisémitisme, c'est-à-dire nous sommes contre l'État d'Israël, non pas ce qu'ils pensent, parce que les Juifs n'ont pas droit à un État national, un territoire national, ça c'est ce qu'ils
considère, mais parce que l'Israël serait un État colonisateur. Donc, même logique de retournement toujours de la victime et de l'agresseur. Donc, le justicialisme est à l'œuvre, on l'a vu en fait, hein, dans cette perversion de l'antiracisme qu'est le racialisme, dans cette perversion du pluralisme et de la liberté individuelle qu'est le multiculturalisme. Et il est aussi présent, notamment donc, dans le néo-féminisme, qui est cette perversion de mon féminisme, je dirais. Parce qu'en fait, le néo-féminisme, il trouve son origine dans une partie de l'ancien féminisme, mais tout le courant que moi je considérais pas comme féministe, mais comme féminiciste, je dirais, d'Antoinette Fouque et tout ça, qui défendait une spécificité de la sensibilité féminine, etc. Alors que moi, je revendique absolument l'égalité pour les femmes, y compris dans la bêtise et la méchanceté. Et pour moi, mon idéal féminin, ce sont les combattantes kurdes en battle dress. Donc, qui ne sont pas vraiment méchantes, mais qui sont très dures au combat. Et qui font très très peur aux islamistes. Puisque se faire tuer par une femme, c'est vraiment, on va en enfer direct. Donc on la trouve aussi, donc bien sûr aussi, chez tous les anti-islamophobes et chez les anti-sionistes. Donc le néo-féminisme. Je n'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, alors je me grouille un peu, mais... Bon, très bien. Donc, le néo-féminisme va transformer les femmes en victimes par nature. Alors là, on est vraiment dans le paradoxe, parce que le féminisme... Alors bon, le féminisme, une de ses origines évidemment, c'est les suffragettes, etc. Mais le féminisme plus récent, d'après-guerre, nous en France, il se réfère notamment à ce qui est devenu comme un slogan tiré de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de nature féminine. Or, pour les néo-féministes, il existe une nature féminine, c'est d'être victime par vocation, par nature. Donc, au lieu de réclamer l'égalité des droits, c'est-à-dire l'égalité avec les hommes, en fait, elle revendique un statut particulier d'enfant, d'indigène, un statut particulier. Et ça, pour moi, c'est absolument l'opposé du féminisme. Et d'ailleurs, j'ai été rechercher une citation dans le livre de Anne Zelinsky et Annie Sugier, sous le pseudonyme à l'époque d'Anne Tristan et d'Annie de Pisan, qui s'appelle « Histoire au pluriel du MLF », qui est paru en 1977 et qui raconte notre histoire du MLF depuis 1970 jusqu'à 1976. Et donc, c'est dans les dernières pages, et c'est à propos précisément d'un procès pour viol, où la jeune fille qui a été violée a effectivement fait la démonstration que son violeur était un agresseur. Mais elle ne fait pas la démonstration qu'elle est une victime. Et nos féministes, mes amis, Anne Zelinsky notamment, que j'ai bien connue, nous disent « Le but du féminisme n'est pas de présenter des femmes une image de victime. » Et c'est justement en ne faisant pas ça que nous retrouverons notre dignité. Donc on est vraiment absolument à l'opposé du néo-féminisme aujourd'hui, qui nous vante les victimes, qui nous hypostasie, magnifie, sanctifie les victimes, les femmes victimes. Donc, je trouve que le monde d'aujourd'hui, effectivement, puisque, hélas, et
la salle nous le prouve encore ce soir, on aurait tendance à penser qu'il s'agit là d'un conflit de générations. C'est ce que j'ai pensé tout de suite le premier soir, le soir de la sortie de J'accuse, de Polanski, où dans la salle, il y avait des vieux, et dehors, il y avait des jeunes qui conspuaient Polanski. Heureusement, tous les jeunes ne sont pas de l'autre côté, mais en tous les cas, une minorité agissante et hurlante. Donc, je veux revenir, on en a beaucoup parlé sur toutes les chaînes info, etc., mais effectivement, je voudrais revenir sur cette soirée des Césars, que je n'ai pas suivi, moi, mais évidemment, en entendant parler aux chaînes info le lendemain matin en faisant mon stepper, j'ai été regarder sur le net et j'ai regardé sur YouTube les différentes interventions des unes et des autres. Donc, qu'est-ce qu'on a à cette soirée? Elle est pour moi emblématique de ce justicialisme victimaire autoritaire, qui est une des caractéristiques de notre époque contre laquelle nous luttons, évidemment. Donc, on a, d'une part, les manifestantes, des manifestantes qui scandent. Donc, Polanski violeur, cinéma coupable, public complice, mais surtout, et c'est là où je dis justicialisme, violeur partout, justice nulle part. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. 2, qu'est-ce qu'on a? Nous avons cette jolie, adorable Adèle Haenel. Elle est belle comme un cœur. Sainte et martyre, qui n'a, entre nous, si j'ose dire, même pas été violée, en fait. Hein. Mais elle représente, elle est le martyr au nom de toutes les femmes violées. Moi, je rigole pas sur les femmes violées. Hein. Je veux dire, il y a des femmes violées. Hein. Et il est légitime de s'élever contre les femmes violées. Nous le faisions nous-mêmes dans les années 70, en allant précisément à ce procès que j'évoquais tout à l'heure. On peut aussi parler, là, aujourd'hui, justement, de cette jeune fille qui a été violée par 6 mecs en Inde ou au Pakistan. Enfin, de toute façon, ils sont aussi misogynes les uns que les autres. Bon, gravement. Bon, donc, c'est un vrai problème, hein. Il ne s'agit pas de nier le problème, évidemment, mais je crois que ce n'est pas la peine entre nous de nous étendre longtemps là-dessus, sur ces prolégomènes. Donc, Adèle Haenel donc, quitte la salle, vous le savez. Pourquoi? Parce que, dit-elle, distinguer, donner une distinction à Polanski, c'est cracher au visage de toutes les victimes. Toutes les victimes, oui, c'est toutes les victimes. Et elle est le martyr de toutes les victimes. Et puis, on a, et là, on commence à voir effectivement la convergence des luttes, n'est-ce pas, qui a duré. Même logique justicialiste, victimaire et autoritaire, hein, qui impose sa loi, qui cherche à l'imposer en tous les cas. Donc, une splendide actrice noire, elle se revendique comme telle, hein, j'ai le droit de dire qu'elle est noire quand même, Aïssa Maïga, qui a une très belle filmographie. J'ai été regarder, parce que je ne savais pas, mais je veux dire, elle n'a pas été vraiment discriminée, moi, je trouve. Hein. Mais enfin, bon, elle est très belle et elle a l'air bien. Hein, bon, mais elle dénonce le peu de noirs dans le cinéma français. Et concomitamment, nous constatons que le film Les Misérables de Lajli obtient le César du meilleur film. Alors moi, là, je vous avouerai que je n'ai pas été le voir, le film. Parce que autant j'ai été voir J'accuse parce que ça m'intéressait, le sujet m'intéressait tout particulièrement, autant les banlieues, moi j'ai lu Les territoires perdus de la République, j'y passe de temps en temps dans certaines banlieues, enfin bon, ça me suffit. Et je n'avais pas envie de voir des choses caricaturales là-dessus. Mais je voudrais juste signaler que ce cinéaste, qui est peut-être... donc, ou pas caricatural. En tous les cas, moi, je n'ai pas souhaité voir un islamiste qui était un homme de paix. Je ne pense pas qu'il le soit. Donc, enfin, en tous les cas, pour la majorité d'entre eux,
Et toujours est-il que moi, je ne l'ai pas vu, donc n'en discutons pas, mais j'ai été voir qui était le metteur en scène. Et le metteur en scène, pour le coup, c'est un homme qui a été condamné il y a très peu de temps à 3 ans de prison. Il en a fait 2, dont un donc avec sursis, mais il a fait 2 ans. Pourquoi ? Pour complicité pour avoir participé à un enlèvement et à une séquestration avec un groupe qui a fait une tentative de meurtre sur la personne d'un homme jeune qui était l'amant de la sœur d'un des gars du groupe, c'est-à-dire qui était en train de mettre en place un crime d'honneur. Mais ça, c'est pas choquant. Là, c'est pas choquant. Personne n'en a parlé le soir des Césars. Hein. Non, le soir des Césars, il n'y avait qu'un seul coupable, c'était Polanski, pour les Césars, mais on l'a évidemment amalgamé à des tas d'autres violeurs, tous au nom juif, comme par hasard. Et donc, on a eu droit donc à l'humoriste de service, parce que maintenant, on ne peut rien faire sans un humoriste, n'est-ce pas ? Qui a donc... notamment, quand j'écoutais ça, j'avais les poils qui se dressaient sur les bras. Donc, Polanski était figuré, imaginé comme le nain Hatchoum. C'est ce que j'ai trouvé le plus choquant. Donc, je termine. Ce justicialisme victimaire est bien un autoritarisme, à mon sens. Mais c'est un autoritarisme particulier, c'est un autoritarisme qui part du bas. Ce n'est pas un autoritarisme d'un dictateur, c'est un autoritarisme de la base, c'est un autoritarisme qu'on a vu notamment se mettre en place avec les différents mouvements des indignés, qu'on a retrouvé avec les indignés, il n'y a pas qu'en France, hein, en Espagne, même en Israël, il y avait des indignés. Donc, Nuit debout, évidemment, mais également, on les trouve dans tous les mouvements du boycott BDS. Moi, j'ai toujours envie de dire BDSF, mais ce n'est pas la même chose. Accompagné évidemment de toutes ces nuées d'internautes qui conspuent, insultent sur le net, ça on le sait bien, et qui tentent donc d'imposer leur point de vue à l'ensemble de la population par des méthodes d'intimidation et donc de terrorisme au mieux intellectuel, au pire physique. Voilà, je vous remercie.